Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis désolée si la lumière change, le soleil n'arrête pas de se cacher et de se montrer. C'est un petit peu relou, j'espère que ce sera pas trop chiant pour vous. À part ça, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances, que c'est pas trop chiant si vous n'êtes pas en vacances. Moi j'ai un peu la haine toujours en juillet-août de voir les gens vivre leur meilleure vie et moi de devoir aller travailler. Surtout dans ces conditions-là, depuis le déconfinement, mais vraiment... c'est dur, c'est dur. Bref, je vous propose qu'on commence avec mes lectures passées. Je vous ai quitté la dernière fois sur un book haul où je vous disais que j'avais lu les tomes 5 et 6 en poche de La Roue du Temps, qui correspondent donc au tome 3 en VO et en grand format. Et je vous avais dit que j'aime toujours autant cette série, mais que pour moi, ce tome 3, il souffre de petits soucis et que je comptais vous en reparler. Eh bien, l'heure est venue. La Roue du Temps, j'en ai lu donc maintenant 7 tomes en poche comme ça, puisque je suis en plein milieu du 8, donc la deuxième partie du 4e tome. Putain, c'est compliqué, hein. Donc ça fait quand même beaucoup de pages à avaler. Ça fait beaucoup de choses lues, beaucoup de trucs à digérer. Et ça fait un certain temps que je m'y suis mise, depuis le début de l'année. Donc, plus ça va, plus je deviens critique avec cette série. De toute façon, vous aurez remarqué, je suis quelqu'un de critique dans mes lectures, et pas que d'ailleurs. Tout ça pour dire que j'adore cette série. J'adore l'histoire, j'adore la quête. J'aime ce côté petit groupe de personnages qui parcourent un immense continent à la recherche de gens ou d'artefacts ou de... Voilà, qui ont des missions, qui ont des trucs à faire. J'aime ce côté très classique du mal ultime qui risque de s'abattre sur le monde si on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Donc tout le monde doit réunir ses forces pour contrer cette entité maléfique et bien sûr toutes les autres entités maléfiques qui découlent de cette entité suprême. Bref, je vous l'ai déjà dit, c'est de la fantasy classique, on connaît tous les schémas. Mais du coup, j'ai des choses à en redire. J'aime cette série, mais là, il y a des choses que j'ai envie d'aborder. Ce sera surtout pour celles et ceux d'entre vous du coup qui ont lu la série. Je ne vais rien spoiler. Mais par contre, j'y avais réfléchi, au début je voulais pas prononcer de noms, les noms des personnages, parce que pour moi par exemple c'est du spoil de vous dire que j'aime beaucoup l'arc narratif de tel ou tel personnage, parce que si dans le tome 1 il y avait un cliffhanger en mode machin était blessé et on ne sait pas si il ou elle allait survivre, et que je vous dis que j'adore son arc narratif, bah vous êtes baisés, vous savez que la personne n'est pas morte et il n'y a plus aucun suspense. Donc au début je voulais pas prononcer les noms, mais en même temps je veux dire ça va être incompréhensible si je ne prononce pas les noms des personnages. Donc ce que je vous propose, c'est que si vous avez envie de lire cette saga absolument et que vous ne voulez absolument rien savoir, je mettrai des timelines dans la barre d'infos. Après je vais rien spoiler de l'action. Mais voilà, si vous ne voulez rien savoir, ne regardez pas. Si vous y êtes arrivé et que vous avez envie d'en discuter avec moi, bah cool, on pourra parler. Je pourrai savoir si je suis la seule à avoir les ressentis que j'ai en ce moment. Et puis si vous vous en foutez, bah tant mieux, hein, restez parmi nous. Déjà, pour commencer avec ce tome 3 en particulier, pour moi on a souffert d'un problème de rythme, et c'est quelque chose que je commence à ressentir et que j'ai, oh là là, que j'ai encore plus ressenti dans cette première partie du 4e tome, le petit tome 7. C'est que là on patauge, on patine dans la smoule, tout ce que vous voulez. Il y a même un personnage principal, Rand, qui est complètement absent du tome 3. Une fois la première partie passée, je me suis dit mais il est où le mec? C'est quand même censé être un des personnages principaux. Le mec n'existe plus, genre il est où? Ça m'a un peu perturbée quand même. J'ai trouvé ça un peu étrange et dommage. Je regarde un peu mon téléphone en même temps pour ne rien oublier. Donc on ne le voyait pas, et puis je commence aussi à avoir
pas un problème, mais je trouve que le découpage des chapitres, il est fait d'une façon qui ne favorise pas cette lenteur qui est déjà hyper présente. C'est-à-dire que donc on a des personnages qui commencent un peu à se séparer, à avoir chacun des quêtes propres, et du coup, parfois, on va suivre tel groupe de personnages pendant 100-200 pages, on n'a pas de nouvelles des autres, et puis ensuite, on abandonne ceci, et on va avec l'autre groupe de personnages pendant encore pareil 100-200 pages. Et on peut rester pendant des chapitres et des chapitres et des chapitres sans avoir de nouvelles des autres. Et je trouve ça hyper dommage parce qu'au bout d'un moment, je me dis, genre, passons à autre chose, quoi. Je sais pas si ça vous le fait aussi quand vous lisez La Roue du Temps, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un côté où il se renvoie la balle un petit peu plus rapidement. Ensuite, à partir de ce tome en particulier, toujours le 3, on sent que les personnages commencent à être gravement titillés par leurs hormones et ça commence à me saouler. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait un personnage féminin qui apparaissait pour la première fois dans le roman, Robert Jordan nous décrit en long, en large et en travers à quel point cette femme est magnifique, toujours décrite à travers les yeux d'un homme bien sûr. Je veux dire, c'est même pas d'un point de vue féministe que je dis ça, parce qu'en fait maintenant que j'y pense, les nanas du roman font pareil dès qu'elles voient un mec et tout le monde il est beau, tout le monde il est sexy, tout le monde il est canon. Je veux dire, de 1, on n'a pas besoin de le savoir pour chaque personnage. De 2, n'allez pas nous faire croire que personne ne pue de la gueule alors qu'ils sont tous là à dormir à la belle étoile pendant 3 semaines. Et de 3, ça n'apporte vraiment rien à l'histoire, à la narration, aux personnages. Et c'est juste redondant et moi ça a commencé à me gaver. De même, et là ce que je dis c'est pas très grave parce que finalement c'est pas qu'un problème de femmes perçues à travers les yeux des hommes puisque ça va dans les deux sens. Par contre là où j'ai eu un gros problème dans ce tome 3, c'est qu'on a des remarques grossophobes et là je m'en veux de ne pas avoir gardé les pages parce que je saurais pas les retrouver et je pourrais pas vous lire des passages pour appuyer mon propos. Mais il y a des remarques grossophobes, notamment avec la cuisinière de la Tour Blanche à Tarvalone. Je lisais, j'étais outrée. Enfin, là, je pense que j'ai pas besoin d'argumenter, juste ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et je n'ai pas envie de lire ça, que ce soit en fantasy ou dans un contemporain, nulle part en fait. C'est un truc qui ne passe plus. Et en fait, c'est dans ces moments-là que je ressens le côté un peu daté de La Roue du Temps, où je me dis qu'il y a des trucs qu'on pouvait dire il y a 20-25 ans. C'était déjà abject il y a 20-25 ans, mais on n'avait pas encore cette conscience et on n'avait pas encore évolué. Parce que je suis désolée, mais de nos jours, je pense qu'on le retrouve de moins en moins. Et heureusement, Dieu merci. En tout cas, on y devient de plus en plus sensible et c'est pour ça que ça passe de moins en moins et que je pense que plein de gens y font de plus en plus attention. Mais voilà, c'est dans ces moments-là que je trouve qu'on sent que La Roue du Temps, c'est daté. Et de même, dans le traitement des personnages, qui je trouve sont en train de stagner. C'est-à-dire que, par exemple, Nineve, je sais pas comment on prononce son nom, au début je la trouvais assez sympathique, c'est genre la nana de caractère, qui ne mâche pas ses mots, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, et plus ça va, plus Robert Jordan en fait un genre de personnage juste vénère et casse-couille, mais pour rien. Je suis désolée, mais plus je lis La Roue du Temps, plus je me dis, mais cette meuf est chiante. Et quel dommage, elle aurait pu être vachement plus approfondie, vachement plus complexe. On aurait pu utiliser cette colère qu'elle ressent à bon escient. Pourquoi en faire quelqu'un de juste tout le temps vénère, tout le temps bougon, tout le temps avec un pied de travers? C'est dommage. Et là où je dis que c'est daté, c'est que vraiment entre les hommes et les femmes dans ce livre, dans leurs relations, c'est très noir et blanc, c'est très
oh les hommes sont tous des gros bébés capricieux qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui font se tête baissée dans le danger. Et les femmes, c'est toutes des calculatrices qu'il ne faut pas froisser, attention parce qu'elles pourraient péter un câble d'une seconde à l'autre. Allô quoi, on est en 2020, moi je dis ça en 2020, je sais que ça a été écrit il y a 20-25 ans, mais juste ce genre de schéma, c'est chiant. Et c'est comme ça dans tous les rapports entre les hommes et les femmes. Et je commence à avoir un problème avec ça. Je trouve ça super dommage parce que c'est ça que je veux dire par les personnages stagnent, c'est que j'aimerais qu'on voit un peu plus de profondeur en fait dans leur personnalité, dans ce qu'ils veulent, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils désirent et pourquoi, comment ils sont comme ça et pourquoi ils font ça. Et là je trouve qu'en fait ils sont en train de un peu tous se ressembler. Alors par contre ce que j'ai adoré dans le 3, je suis en train de m'étendre, ça va durer 100 ans. Ce que j'ai adoré dans le 3, c'est que on a un personnage masculin par contre, Matt, qui évolue énormément et j'ai adoré son évolution à lui. Justement, je trouve qu'il passe de un peu ce garçon un peu capricieux à un mec qui prend sa vie en main, il lui arrive des aventures hyper intéressantes. J'ai vraiment beaucoup aimé son arc narratif. Perrin aussi, Perrine, je crois que ça se prononce Perrine, mais bon, Perrine quoi. Et voilà, pour l'instant c'est un peu les petits griefs que j'ai contre la roue du temps. Cette première partie du 4e tome, là je l'ai terminée il n'y a pas très longtemps, je suis en train de lire le 8. C'est la première fois depuis que je lis la roue du temps que vers la fin là, j'avais envie de passer des pages et des pages, mais je vous jure, je pense que j'aurais pu sauter 50 pages, ça n'aurait rien changé à l'histoire. Et là j'aimerais bien qu'on y aille quoi, genre j'ai pas le temps, je suis à la moitié du 8, il se passe toujours pas grand chose, merci d'avancer quoi. Bon, je vais vraiment mettre des timecodes dans la barre d'infos parce que je me suis étendue pendant 100 ans. Mais n'hésitez pas à me dire si vous lisez ou si vous avez lu La Roue du Temps et que vous avez le même ressenti que moi. J'avoue que là, ce qui me dérange le plus, je peux pardonner le rythme, je peux pardonner le découpage des chapitres où on ne voit pas des personnages pendant 100 pages. Mais là, le traitement des personnages, c'est un truc qui est hyper important pour moi et ça commence vraiment à me chiffonner, quoi. On sent que Robert Jordan, en fait, c'est ça qui m'énerve le plus, voilà. On sent qu'il a voulu faire des personnages féminins forts et intéressants et qu'il y a une très bonne volonté derrière ce qu'il essaie de faire. On sent qu'il a envie de laisser une belle place à ces personnages féminins, mais c'est fait de façon maladroite. Voilà, c'est fait de façon maladroite et on bascule parfois dans ce sexisme un petit peu ordinaire, du style ouais, elle est un peu badass, mais elle est aussi un peu chiante tout le temps. Et les nanas, de toute façon, elles sont un petit peu toutes comme ça, hein, toutes un petit peu boudeuses, toutes un petit peu à toujours piquer. Et ça, je suis désolée, mais pour moi, c'est du sexisme ordinaire. Je déteste qu'on fasse des généralités, et je déteste lire ce genre de choses sur les femmes, mais tout comme je déteste lire sur les hommes que ce sont tous des bébés capricieux qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui sont débiles. Enfin, voilà. On sent que ça date en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je ne lirai pas ce genre de choses. En tout cas, si l'auteur avait moins de 40 ans, quoi. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'avais envie de vous parler extrêmement en retard, comme d'habitude. Je veux dire, quoi de nouveau? Je pense que vous avez l'habitude, hein, avec moi maintenant, d'un petit challenge qu'a organisé Maëlle de la chaîne L'Ange Sauvage. Ça s'appelle le Love is Love Reading Challenge, il me semble. C'était en l'honneur du mois des fiertés, donc qui s'est déroulé en juin, et en l'honneur aussi de toutes ces prides qui n'ont pas pu avoir lieu à cause du Covid-19. Je suis pas si en retard que ça, puisque il se déroule sur du coup le mois de juin, de juillet qui sont passés, et également sur le mois d'août. Il dure 3 mois et il s'arrête fin août.
Voilà, mais elle a fait des petites catégories, il a fait ça bien pour nous aiguiller sur quoi lire. Le plus important, c'est de lire des lectures LGBT, écrites par des auteurs LGBT, avec des personnages LGBT, bref. Je vous laisserai aller jeter un coup d'œil parce qu'il explique ça beaucoup mieux que moi. Mais du coup, moi, j'avais décidé de participer un petit peu à ma manière puisque j'avais pas de quoi me faire une vraie palle. Mais j'avais ce livre depuis un petit moment et j'en ai déjà parlé d'ailleurs, c'est La désobéissance de Naomi Alderman. Si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai fait une vidéo il y a plus d'1 an maintenant sur mes 5 stars predictions. En gros, c'est ces livres auxquels je pense donner 5 étoiles sur 5 parce que je suis persuadée qu'ils vont être des coups de cœur. Et celui-ci en faisait partie. Je l'ai commencé, je suis vraiment au début, je suis à la page 68. Je sais pas si ce sera un coup de cœur, mais en gros on suit une communauté de juifs. Il y en a toute une partie qui habite en Angleterre et il y a une nana de cette famille qui elle vit à New York, c'est un peu la rebelle. Et donc elle a décidé de refuser le destin qui était tout tracé pour elle et elle a désobéi à sa famille. Et puis elle est partie vivre aux États-Unis. Sauf que quand son père est décédé, elle retourne en Angleterre et il se trouve qu'apparemment elle est sortie avec une nana dans sa jeunesse qui a épousé son cousin. Voilà. Et elle n'est pas au courant pour le moment. Ça fait genre 4 ou peut-être même... Non, ça fait des années qu'ils sont mariés et elle n'est pas du tout au courant que son ex est marié avec son cousin. Et voilà, là j'attends le grand retour en Angleterre, je pense que ça va être fort en émotion. Voilà, je découvre le livre, je découvre la plume de Naomi Alderman que je connaissais pas du tout. Je suis un petit peu plus dans la roue du temps quand même en ce moment, donc ça fait quelques jours que j'ai pas avancé dans celui-ci. D'ailleurs j'ai bien avancé dans mon 8e tome de la roue du temps. J'approche de la fin, je crois que je suis presque à la page 500 sur 680 et enfin... ça démarre, mais putain, il faut attendre 200 pages de la fin pour que ça démarre. Enfin, je trouve ça un petit peu abusé. À part ça, toujours dans le Love is Love Reading Challenge, bon, rien à voir avec ce qui se lit, mais je me suis remise à The L Word, la série, oui, qui date de 2004, en effet. Une série que j'ai regardée dans ma folle jeunesse, hein, je devais avoir... comment je parle? Je devais avoir, je sais pas, 14-15 ans la première fois que j'ai vu un épisode de The L Word et c'était la révolution pour moi. C'est une série donc, qui date du début des années 2000 et dans laquelle on suit toute une communauté de nanas à Los Angeles. La plupart sont lesbiennes, il y a quelques bi et puis après il y a plein d'autres personnages qui gravitent autour de ces femmes. Il y a quelques hommes, hein, des gays, des hétéros, des bi, il y a des personnages transgenres, il y a des... C'est vraiment, en fait, je la redécouvre. Je l'avais jamais vue vraiment en entier parce que je la regardais à la télé de temps en temps quand j'arrivais à tomber dessus. Et là, je la regarde vraiment assidûment et je me rends compte que c'est une série, je pense, que tout le monde devrait regarder. Ne serait-ce que pour s'éduquer parce que putain, mais tous les sujets qui sont abordés sont tellement importants, cruciaux, vitaux même. Et c'est abordé... vraiment du point de vue des personnes concernées. Et ça c'est hyper rafraîchissant, c'est aussi presque triste à dire, mais 15 ans plus tard c'est toujours extrêmement d'actualité dans les problématiques. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles ça a évolué et des choses sur lesquelles... waouh, t'as l'impression qu'on est même en retard en France en 2020 par rapport aux États-Unis ou en tout cas au Los Angeles des années 2000 quoi. Il y a tout un panel de sujets qui sont abordés qui sont hyper intéressants. Et voilà, franchement, je vous la recommande si vous cherchez une série. Alors, j'allais dire un peu feel good, mais pas tant que ça parce que il y a des côtés... Enfin, c'est une série qui parle de la vie, donc forcément, il y a des côtés qui sont légers et joyeux et remplis de bonheur. Et puis il y en a qui sont beaucoup plus tragiques et beaucoup plus difficiles. Je vais pas avoir beaucoup le temps de lire, je pense, à partir de la semaine prochaine. Donc ce que j'aurais aimé, c'est vraiment de terminer La Roue du Temps, le 8, et de terminer La Désobéissance avant
avant de ne plus pouvoir partir. Et j'ai également acheté 2 petits livres que je vais vous montrer tout de suite. Je les ai laissés dans ma chambre. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez peut-être trouvé que ces achats sont un petit peu incongrus ou pas du tout. Mais cette année, enfin cet été, pour la première fois, moi aussi j'ai envie de lire ces lectures de plage, feel good, légère. Je sais pas pourquoi. J'ai envie d'un truc... je sais pas, où il y a du soleil, de la mer, des mouettes, de l'amour, de l'amitié. D'ailleurs, je vous avais demandé vos recommandations sur Instagram et j'avais dit que je les partagerais. Bien sûr, je ne l'ai pas fait parce que ça dure 24 heures, les gars, ça dure 24 heures. Pourquoi ils font ça? J'ai pas eu le temps. En tout cas, vous m'avez donné plein d'idées, mais je crois que j'ai acheté 2 trucs qui m'ont pas du tout été recommandés. Je me suis acheté 2 petits pockets. Le premier, c'est La merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane de Abby Clemens. Ce genre de titre à rallonge, je suis vraiment pas fan, mais ça a l'air cool. Ça se passe à Brighton. J'y suis déjà allée en plus, donc je me dis ça se trouve, enfin il y a des endroits que je vais reconnaître. Ça se passe à Brighton en Angleterre et ça parle d'une grand-mère, enfin ça parle d'une grand-mère, non, ça parle de 2 sœurs qui vont devoir récupérer le petit ice cream shop, je sais pas, le gelato de leur grand-mère qui décède et dont elles vont hériter. C'est le petit roman feel good à lire pendant l'été. Il va falloir qu'elles relèvent le défi et reprennent ensemble la boutique, véritable lieu de vie, de rencontres et de surprises. Leur été ne sera plus jamais pareil. Moi je dis ok, en plus sur la couverture il y a des choses qui se mangent, je veux dire moi il m'en faut pas beaucoup plus pour me faire acheter. Et ensuite je me suis pris un livre d'une autrice dont on entend beaucoup parler, qui écrit aussi beaucoup de feel good qui ont l'air de faire l'unanimité, et c'est Jenny Colgan avec Une saison au bord de l'eau. En fait ce qui est trop bien avec Pocket, c'est que je sais pas comment ils font, mais par exemple ce roman il fait quasiment 500 pages. Et il est minuscule, c'est génial! Tu peux les prendre en voyage. Et ici on va suivre l'histoire d'une nana qui travaille à Londres mais qui va devoir retourner sur son île natale au nord de l'Écosse. Voilà, j'avais très envie de trucs un peu british quoi. Je suis en manque de Royaume-Uni et ça se sent. Bref, apparemment elle rentre chez elle mais elle va sentir qu'elle n'est pas la bienvenue parce qu'il y a des problèmes avec sa famille, il y a des secrets. Et puis elle va trouver un vieux cahier de pâtisserie qui avait appartenu à sa défunte mère. Et là il y a écrit « Et si elle avait trouvé la recette pour se réconcilier avec ceux qui l'entourent ?» Un muffin et le tour est joué, c'est bien connu. Voilà, moi je suis ravie de mes petits achats. En plus, comme c'est des petits livres, ça m'a coûté la modique somme de même pas 16 €. Donc je suis très contente. Et puis j'ai hâte de me plonger dedans. J'espère que, même si c'est du feel good, ça va pas être... c'est méchant, mais j'ai un peu des a priori, genre j'ai peur que ce soit pas très bien écrit, j'ai peur que les personnages soient un petit peu cucul à praline. J'espère être agréablement surprise, en tout cas je vais vraiment y aller, c'est ce dont j'ai envie. Donc je pense que je vais pas non plus être hyper critique quoi. Je ne sais pas ce que c'était ce... Mais voilà, j'espère que je vais aimer et que ça va pas être le genre de lecture qui va me faire lever les yeux au ciel dès la page 8. Bon, j'ai enfin terminé le tome 4 de La Roue du Temps, qui est, en fait, quand on met les 2 poches côte à côte, qui est énorme en fait, ce tome. J'ose même pas imaginer la taille qu'il a en grand format. C'était très lent, c'était un tome assez oubliable, j'ai l'impression. Je me suis fait un carnet dans lequel je note tous les résumés des tomes de La Roue du Temps, parce que vu qu'il va y avoir 3 millions de volumes, je me dis que je me connais, je vais tout oublier, donc je préfère écrire. Et je pense que là il faut vite que j'écrive le résumé parce que je vais l'oublier en fait. Il est très long ce tome et pour autant j'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé grand chose. On en a plus appris sur l'univers. Mais la quête patine, ça patine, ça patine. On sent qu'il va encore y avoir
3000 tomes derrière quoi. Avant de clôturer cette vidéo update un peu au format vlog bizarre, je sais même pas ce qu'est cette vidéo, je voulais surtout vous parler d'un livre que j'ai lu récemment, enfin ça fait quand même un bon mois que je l'ai terminé maintenant et dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Et c'est le livre de M de Peng Shepherd que j'avais demandé aux éditions Albin Michel Imaginaire parce qu'il me faisait hyper envie. D'ailleurs je les remercie encore de me l'avoir envoyé. Ce livre m'a brisé le cœur. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo comme je vous disais. Si vous ne l'avez pas vu, on est dans un roman post-apocalyptique dans lequel une épidémie a ravagé la planète. Une épidémie qui s'appelle l'oubli. Des gens ont commencé à perdre leur ombre et puis s'en est suivi une perte de mémoire. Progressivement, les gens ont absolument tout oublié de leur vie, de la vie en général et voilà, ça conduit à la mort puisque quand tu oublies qu'il faut manger pour vivre, tu décèdes. Tu oublies ta famille, tu oublies absolument tout et ce que tu oublies d'ailleurs peut se transcrire dans la réalité. Donc c'est à dire que si tu oublies que les arbres ont des feuilles vertes et qu'en fait tu penses qu'elles sont roses, et bien autour de toi les feuilles des arbres vont prendre une teinte rose et ça c'est assez bénin, mais par contre si tu oublies, je sais pas si tu oublies des choses qui peuvent altérer la réalité de façon dangereuse, et bien ça peut devenir assez grave. Bref, ça c'est un peu pour le petit topo sur l'épidémie et ce que ça induit. Nous on suit plusieurs personnages, notamment un couple, Ori et Max, donc un homme et une femme qui au début du roman ont réussi à survivre pendant à peu près 5 ans reclus et à ne pas être touchés par la maladie. Ils n'ont plus vu personne depuis des années, c'est un peu genre les derniers survivors. Et quand commence le roman, Max, la femme, perd son ombre et elle va décider de partir loin de son mari pour ne pas justement le mettre en danger, pour ne pas modifier leur environnement d'une façon qui pourrait lui nuire à lui. Parce qu'en gros elle se dit si j'oublie mon mec, il va se passer quoi? Est-ce qu'il va disparaître de la surface de la terre? Enfin, c'est un petit peu angoissant quand même. Et nous on va suivre voilà, cette fuite de Max et puis la quête d'Ori pour retrouver sa femme. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, surtout je dirais les 2 premiers tiers, parce que ce qui m'a touchée dès le début c'est cette relation de couple dans laquelle on est jeté. Dans cette relation hyper fusionnelle où on sent que Max et Ori sont absolument tout l'un pour l'autre et que s'il arrivait quelque chose à l'autre, leur vie serait complètement anéantie. Et on est projeté dans cette intimité qui m'a émue parfois aux larmes. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, c'est extrêmement bien écrit. Peng Shepherd utilise beaucoup d'images, de métaphores et elle n'a pas besoin de tout dire pour qu'on comprenne, et c'est ça que je trouve génial. Les personnages sont hyper bien dépeints, hyper attachants. D'ailleurs il n'y a pas que les 2 personnages dont je vous ai parlé, il y en a beaucoup d'autres. Forcément il va se passer plein de choses, hein. Le livre fait plus de 500 pages, presque 600. Et c'est un post-apocalyptique que j'ai trouvé vraiment hyper original et qui souvent, comme dans les post-apos, fait énormément réfléchir et pose beaucoup de questions philosophiques et existentielles qui font un petit peu bader. C'est pas un livre que je recommande si vous n'êtes pas très bien. Hein. Attendez peut-être d'être dans un mood pas trop triste et pas trop angoissé pour lire ça. Parce que c'est sombre, c'est bizarre, c'est à la fois complètement désespéré et en même temps on ne peut pas s'empêcher d'espérer peut-être un remède, quelque chose qui fasse que les gens guérissent tout simplement, ou en tout cas que ce couple auquel on s'attache tellement puisse se retrouver et puisse retrouver une vie à peu près normale. Bref, je ne veux pas trop vous en dire, mais c'était vraiment très bien. C'était un super mix entre une écriture magnifique, une histoire très touchante et en même temps pleine de mystères. En fait d'un côté j'avais envie parfois de poser le livre parce que c'est un peu lourd, c'est un peu dur, et en même temps t'as tellement envie de savoir ce qui va se passer et il y a tellement de mystères et tellement genre l'ambiance est trop bien
J'ai adoré. Celles et ceux qui l'ont lu, si vous voulez parler de la fin, n'hésitez pas. Si vous le faites dans les commentaires, dites bien attention spoiler et sautez des lignes pour que personne ne le lise par erreur. Mais moi cette fin, je l'ai vue venir parce que je me suis dit, Pink Shepherd, madame, ça fait 500 pages que je vous connais maintenant, vous n'allez pas me la faire. C'est vraiment une fin qui fait vraiment réfléchir et qui fait se poser des questions. Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Est-ce que c'est mon corps? Est-ce que c'est mon âme, mon esprit? Est-ce que c'est mes souvenirs? Est-ce que si on enlevait un de ces composants, je serais encore entièrement moi-même? C'est assez perturbant. Et j'avoue que quand je l'ai terminé, je l'ai refermé, je me suis dit, bon, c'est un livre, c'est de la fiction, ça ne peut pas en soi, ce qui se passe dans ce livre ne peut pas arriver. Et voilà, j'ai essayé de prendre énormément de distance parce que franchement, c'était badant. Mais j'ai passé un super bon moment de lecture, en plus je l'ai lu avec Cornelius et voilà, on a beaucoup aimé, on a eu à peu près le même avis, on a beaucoup aimé le début, il y a eu un petit creux vers le deuxième, troisième tiers et puis ensuite sur la fin ça redémarre et voilà, ça prend une tournure assez inattendue je trouve. Si vous avez envie d'un bon post-apocalyptique hyper bien écrit, franchement je vous le recommande à 100%. Et puis du coup j'ai terminé il y a une semaine à peu près La désobéissance de Naomi Alderman que j'avais commencé avec vous. On va suivre Ronit qui est une jeune femme anglaise juive orthodoxe. C'est une femme qui a perdu sa mère très tôt et qui a toujours eu de très mauvaises relations avec son père qui est rave, puisqu'elle a toujours eu de très mauvaises relations avec lui et qu'elle n'a jamais pu supporter l'environnement dans lequel elle a grandi, qui est hyper dur, hyper cadré et très sévère. Elle s'est expatriée à New York pour aller faire ses études et elle n'est jamais revenue. Et là, on va la retrouver 7 ans après, quand son père décède et qu'elle va être obligée de retourner en Angleterre pour assister aux funérailles. Le petit truc, c'est que Ronit est bisexuelle et qu'en Angleterre est restée son ex-copine qui s'est remariée avec le cousin de Ronit et elle va le découvrir en arrivant en Angleterre 7 ans plus tard. Voilà, donc vous imaginez que ça va être un petit peu gênant. Au début, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le livre parce qu'on parle énormément de religion, forcément. Ça fait partie intégrante de ce livre puisque c'est ce qui fait que notre personnage principal est ce qu'elle est, mais aussi ce qui fait qu'elle a un peu renié qui elle est finalement, puisqu'elle ne se sent pas du tout en accord avec les préceptes de sa religion et de sa communauté, et que même si au fond d'elle, voilà, elle aura toujours ses valeurs fondamentales religieuses qu'on lui a inculquées très jeune, et elle aura toujours des automatismes et des mécanismes, pour autant tout ce qui est très sévère et qui finalement prive de liberté les gens, elle ne peut pas le supporter. Et j'ai adoré ce conflit qu'il y a en fait entre Ronit, qui est hyper indépendante, qui est hyper extravertie, qui vit sa vie comme elle l'entend, qui est hyper irrévérencieuse et qui ne se prive de rien, et puis la famille qu'elle va retrouver, les vieux amis de son père, hyper fermés d'esprit, même son ex qui s'est marié à son cousin finalement par sécurité, par facilité, alors qu'elle a toujours été lesbienne et qu'elle le sera toujours, mais qu'elle ne l'assume pas finalement parce qu'elle vit dans un milieu où tu n'as pas le droit, tout simplement. J'ai adoré ce personnage principal qui au final est très bien dépeint parce que au début j'allais dire elle retourne dans sa communauté avec des gros sabots et puis elle est comme ça, elle s'habille pas comme toutes les mémères juives qui sont couvertes de partout, qui ne peuvent pas dire un mot plus haut que l'autre. Et finalement, elle n'arrive pas tant avec de gros sabots que ça, parce que certes, elle est en mode voilà, moi j'ai vécu à New York ces 10 dernières années, je m'habille comme ci, comme ça, je suis indépendante, ouais, je suis célibataire, je gagne ma thune,
je dois rien à personne, je dis ce que je veux, je pense ce que je veux, je couche avec qui je veux. Et en même temps, elle a quand même ce côté où, au fond d'elle, son premier réflexe, ça va être de ne pas déranger, de ne pas jeter à la figure des gens qui elle est, ce qu'elle est. Et puis au final, quand elle y réfléchit, elle se dit pourquoi en fait? Pourquoi je me cacherais? Pourquoi je les préserverais? Pourquoi j'aurais honte de qui je suis? Et en fait, elle va presque, pas se forcer, mais ouais, faire l'effort de contrer ce réflexe qu'elle a au début et de dire non, en fait, vous savez quoi? Genre, il y a une scène de repas avec des vieux juifs hyper investis dans la vie de leur communauté, dans la synagogue, qui investissent énormément d'argent et tout, et qui sont très fermés d'esprit à ce sujet. Et puis on lui demande si elle a un mari, si elle veut des enfants, et puis elle est en mode en fait, vous savez quoi? Je suis lesbienne. Elle avait envie un peu de les brusquer, et il y avait un autre couple dont elle disait eux ils sont gentils, ils sont bienveillants, ils méritaient même pas que je leur dise ça. Mais ils méritaient pas quoi en fait, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bref, je suis en train de m'étendre un peu. Tout ça pour dire que j'ai trouvé vraiment que c'était une très bonne lecture. Au début j'ai trouvé la plume de Naomi Alderman un peu genre sans intérêt. Il y a des passages qui sont écrits à la troisième personne où on va suivre l'ex de Ronit qui s'appelle Esti. Et puis il y a des passages écrits à la première personne où on suit Ronit. Et les passages de la première personne, plus j'avançais dans le roman et plus je me disais ouais, en fait, si, il y a un truc, il y a une patte, c'est tellement irrévérencieux, c'est tellement sarcastique, c'est tellement drôle, piquant, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et vraiment hyper intéressant ce côté un peu duel entre comment être soi-même sans s'en excuser dans une communauté où peut-être tu risques de faire du mal à des gens que tu aimes parce que eux n'assument pas du tout qui ils sont. Et voilà, dit comme ça fait un petit peu bateau, mais c'était très bien fait, je trouve. C'était très mine de rien, en l'espace de 330 pages, c'était plutôt approfondi et pas tout noir ou tout blanc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui va être un petit peu longue, je pense, hein, que j'ai tournée sur plusieurs jours. Je voulais vous faire un vlog et puis finalement j'avais pas le temps de faire des petites prises un peu jolies comme je fais d'habitude, donc c'est pas vraiment un vlog, c'est un genre d'update mais c'est pas qu'un update. Je ne sais pas, c'est un peu la vidéo fourre-tout pour dire coucou, je suis là, je ne vous oublie pas, ça me manque de faire des vidéos donc me voilà, je fais comme je peux quand je peux. J'espère que ça vous aura plu et puis moi je vous retrouve bientôt j'espère dans une prochaine vidéo. Bye.